Bon, monsieur le sénateur, merci de nous recevoir. On est là pour faire un petit bilan de mi-mandat, parce que ça fait 3 ans que vous avez été élu, depuis Eh oui. 2020. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans, sur quel front vous vous êtes battu Oui, effectivement, j'ai été élu en septembre 2020 et comme vous le savez, les sénateurs, ou vous ne savez pas, ça dépend des gens, mais enfin, les sénateurs sont élus pour 6 ans, donc la deadline pour moi, pour mon CDD éventuellement renouvelable, c'est 2026. Et ben, en 3 ans, ben, c'est en même temps long et en même temps court. Il s'est passé beaucoup de choses et si on se remet à septembre 2020, nous étions dans un confinement, mais nous n'avions pas du tout la connaissance ou même savoir que nous vivrions une crise économique derrière, la guerre aux portes de l'Europe et aujourd'hui d'autres conflits qui secouent le monde et qui nous mettent en grande tension. Donc voilà, donc en septembre 2020, sortant de l'Ariège pour aller porter la bonne parole et prendre aussi les informations à Paris, j'étais parti avec la ferme volonté de défendre notre département, de défendre la ruralité, une ruralité bien sûr, comme j'ai toujours dit, une ruralité moderne, une ruralité vivante, une ruralité qui vit avec son temps, mais une ruralité qui veut exister au-delà d'espaces touristiques ou de réservoirs de biodiversité. Donc moi, mon combat, si on veut le résumer juste en quelques mots, c'est défendre l'Ariège pour que leurs habitants vivent le mieux possible, qu'un développement harmonieux se fasse, et pour cela défendre bien sûr les forces vives du département, les forces économiques, mais aussi les forces sociales, tout ça dans un contexte international et national perturbé. Alors, en 3 ans, j'ai noté 50 propositions de loi, 1749 amendements déposés, 600 rencontres sur le terrain en 3 ans, donc c'est beaucoup. Sur ces propositions de loi, ces amendements, il y a des choses qui ont abouti. Oui, j'ai appris en 3 ans que si on veut faire évoluer un certain nombre de questions la plupart, parfois compliquées, donc qui prennent un petit peu de temps, qui demandent des discussions, ben, il fallait être patient, il fallait être constant, mais il fallait être tenace. Et donc, en 3 ans, il y a effectivement un certain nombre de dossiers qui avancent, un certain nombre de dossiers qui avancent moins mal que ce qu'on pouvait le croire, et puis aussi beaucoup d'autres choses qui sont toujours le fer au feu, quoi, hein. Aujourd'hui, une des grandes questions, ou deux grandes questions que j'ai vraiment à traiter maintenant dans l'actualité, c'est rappeler au gouvernement la parole de 2 premiers ministres sur les questions d'aménagement de la nationale 20. Et donc, comme vous le savez, en 2017, le Premier ministre de l'époque, Bernard Cazeneuve, était venu signer un engagement pour faire que les travaux sur la déviation Tarascon et l'amélioration de la circulation sur cet axe routier s'améliorent. Donc il était venu apposer sa signature à côté de celle de Carole Delga et d'Henri Neyroux, puis c'était le président du Conseil général de l'époque. Et ensuite, ça a été confirmé en 2022 par le ministre Castex, qui était venu apposer sa signature pour que les travaux se fassent. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au moment où l'État et la région signent les engagements pour les investissements jusqu'à 2030, eh bien, la somme pour ces travaux-là n'est pas inscrite par le gouvernement.
la région veut mettre l'argent, le département a confirmé sa participation, il faut maintenant que la parole de l'État soit tenue. Voilà, ça c'est un de mes dossiers actuels. Un autre dossier qui est pas sous les feux de l'actualité, c'est l'aide aux territoires ruraux apportée par le gouvernement. En termes techniques, c'est un zonage, c'est-à-dire que les territoires qui sont le plus en difficulté doivent être le plus aidés par la solidarité nationale. Et donc ça, c'est une question que le gouvernement remet sur la table, remet en cause ces zonages, enfin il ne les remet pas en cause sur le fond, il est en train de revoir les périmètres. Et on s'aperçoit qu'en Ariège, les critères qui ont été choisis peuvent être défavorables à un certain nombre de territoires. Je passe au territoire de l'agglo de Pamiers et de celle de Foix. Donc en ce moment, et dès que nous nous serons quittés, je travaillerai avec les ministères pour leur faire comprendre que Buret, Serres-sur-Arget ont autant le droit d'être aidés que Châteauroux. J'ai rien contre les gens de Châteauroux d'ailleurs, mais il faut quand même que la ruralité soit prise en compte. Voilà les deux dossiers sur lesquels je suis en ce moment. Et effectivement, 600 rencontres sur le terrain, pour moi, un parlementaire ou qui que ce soit n'a pas la science infuse. Il ne se lève pas le matin en se disant c'est ça qu'il faut faire. Non, c'est en rencontrant les gens, en discutant, que ce soit les élus, que ce soit les associations, que ce soit les entreprises, enfin tout le monde, je m'impose. Et pour moi, c'est un plaisir, ce n'est pas un pensum de rencontrer la totalité des Ariégeoises et des Ariégeois. J'étais hier à Bonac-Yartin dans le Couserans, je serai cet après-midi à Lordat en Haute-Ariège après être passé à Foix avec le directeur de la Poste parce que ce beau service public que la Poste ne doit pas se désintégrer parce que même s'il est exact que les Français, que vous, que moi, écrivent moins et donc utilisons moins les services de la Poste, c'est quand même un service qui est utile à tout le monde et donc il faut faire en sorte que la Poste reste sur nos territoires. Oui, donc justement, le service public, le pouvoir d'achat, la réforme des retraites, le climat, les énergies renouvelables, la désertification médicale, donc c'est des gros sujets. Ouais. Si pour l'Ariège, vous deviez vous battre sur un seul front, pour vous, ce serait quoi le plus important ? Qu'est-ce qui manque le plus sur notre territoire ? Ce qui manque le plus et ce qui est le plus essentiel, c'est la santé. Et donc, pour moi, sans aucun doute, c'est sur ce sujet-là qu'il faut travailler, qu'il faut faire en sorte que les Ariégeois aient les mêmes droits que les autres, les mêmes droits à la santé. Vous savez, l'INSEE a sorti une étude il y a peu de temps qui montre que les Ariégeois ont 2 ans de moins d'espérance de vie que les gens qui habitent la métropole toulousaine. Ce n'est pas parce que l'air à Mirepoix, à Saint-Ain ou à Ax-les-Thermes est moins bon que sur la place du Capitole. C'est que l'offre de soins est moins importante. Les Ariégeois n'arrivent pas à trouver un médecin et encore moins un spécialiste. Dans toutes les spécialités, il y a des problèmes. Donc il est extrêmement important que nous travaillons tous à faire en sorte que les Ariégeois puissent se soigner convenablement. Je le dis régulièrement, je le dis à tous les gens que je rencontre, à quelque niveau qu'ils soient, c'est une inégalité. Une inégalité devant la vie, avoir des pertes de chance importantes comme ça, et là qui sont sourcées, ce n'est pas du ressenti, il faut travailler là. Et c'est quelque chose qui est très compliqué. Une fois qu'on a dépassé les Yaka Faucon, tout le monde doit se retrousser les manches. Effectivement, il y a
40 ans et encore maintenant, on a des médecins qui sont ce qu'on appelle les médecins de famille, qui travaillent 70 heures par semaine, quasi 365 jours par an. Aujourd'hui, pour les employés comme pour les médecins, la vie a changé. Ils veulent aussi avoir un temps pour eux et c'est bien normal, on ne peut pas leur en vouloir là-dessus. Mais pour remplacer un médecin ancien mode, il faut 2 médecins et demi maintenant. Donc on a des médecins, on en a un nombre important, mais vu l'évolution de la vie, on en manque cruellement, on en manque quasi partout. Et ça, c'est des erreurs qui ont été faites il y a au moins 40 ans en faisant le choix de ne pas former autant de médecins que ce qu'il fallait. Ça s'appelait le numerus clausus. Il y avait des gens intelligents qui avaient pensé que si on voulait faire des économies à la sécurité sociale, il fallait moins se dépenser. Pour moins se dépenser, il faut moins prendre de médicaments. Et pour moins prendre de médicaments, le mieux, c'est qu'il y ait moins de médecins pour les prescrire. On s'aperçoit que dans un monde comme le nôtre, un monde où la population, et il faut s'en réjouir en France et en Ariège aussi, la population s'accroît, que la population aussi vieillit, donc il faut davantage d'offres de soins. Je travaille en ce moment sur le budget de la sécurité sociale. Ce budget n'est pas à la hauteur des besoins. Et on va encore, si ce budget est accepté en l'état, et malheureusement, le risque est patent puisque la ministre a commencé à dégainer sur ce budget-là le 49.3. Eh bien, la sécurité sociale, la médecine, l'hôpital vont avoir moins de moyens, ça veut dire moins de lits ouverts et moins de personnes qui seront soignées. Alors par rapport à ça, c'est a priori une compétence de l'État, la santé, les collectivités, les mairies, les intercos, les départements, les régions n'auraient pas à s'en occuper. Mais vu l'ampleur des dégâts, l'ampleur des besoins, tout le monde essaie d'y mettre du sien. Donc que ce soit les collectivités, et j'appuie les projets de la présidente de région par rapport à l'embauche de médecins, mais aussi sur les communes. On parle de Lavelanet, mais on parle d'autres communes, d'autres intercos. Il faut faire feu de tout bois. Il faut faire feu de tout bois pour augmenter la médecine de ville, mais aussi pour augmenter l'offre de soins qu'offrent les hôpitaux ariégeois, que ce soit le Chiva, que ce soit le CHAC. Et dans cet océan de nuages gris qui s'amoncellent, il y a quand même la promesse du futur hôpital de Lavelanet qui devrait voir le jour dans les prochaines années. La première pierre devrait être posée, j'espère, dans quelques jours, voire quelques semaines, parce qu'il est totalement inadmissible qu'on ne se donne pas les moyens de rouvrir en particulier les urgences sur ce territoire-là. Donc la santé, pour moi, c'est un sujet primordial. Globalement, par rapport à mes valeurs, il y a deux gros enjeux. C'est la santé, je viens de les développer. Il y a aussi l'éducation, c'est l'avenir de nos jeunes, c'est notre avenir global et c'est là-dessus aussi qu'il faut porter une attention tout à fait particulière. Bien, donc encore 3 ans. Encore 3 ans de mandat. Vous êtes confiant sur l'avenir? Mais moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Mais, et puis, c'est sûr que dans la mission qui est la mienne, on voit souvent les difficultés. C'est assez rare que quelqu'un m'appelle pour me dire qu'on a bien travaillé ou que ça c'est bien. C'est plutôt les progrès à faire qui me sont soulignés. Mais c'est la mission que j'ai choisie et vraiment je le fais avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi beaucoup d'humilité. Et effectivement, les 3 ans qui s'annoncent vont être aussi extrêmement importants, extrêmement laborieux. On nous annonce une loi sur
sur l'agriculture dans les semaines à venir, et j'espère que cette loi sera à la hauteur des besoins d'abord de nos habitants, parce que l'agriculture, c'est notre nourriture, et il y a des choix de société à faire en ce moment. Quelle agriculture on veut, comment on fait en sorte que nos agriculteurs vivent de leur travail. Il est anormal que ce soit des personnes qui doivent attendre des primes pour ne pas mourir de faim, pour avoir une activité. Donc c'est vital l'agriculture, et donc j'espère que le gouvernement va nous proposer un texte à la hauteur des enjeux, et si ce n'était pas le cas, je porterai les enjeux qui me semblent être importants, et bien sûr je le ferai avec la profession agricole, que ce soit la Confédération paysanne, la FNSEA ou les autres syndicats ou la Chambre d'agriculture. Je pense qu'il faut qu'on se mette tous au travail pour qu'on arrête de consommer autant de produits qui viennent de l'étranger. Vous savez, 50% des poulets que l'on mange sont des poulets importés. Il faut que ça cesse. Il faut vraiment que la France, notre pays, soit autonome par rapport à l'alimentation. On a un autre sujet sur lequel je travaille particulièrement, parce que je suis élu à la Commission des affaires économiques. Tous les sénateurs, comme tous les parlementaires, doivent être dans une commission, et une seule, et ils doivent y travailler très assidûment, avec des travaux bien sûr tout au long de la semaine, mais aussi une réunion tous les mercredis matins. Moi je suis aux affaires économiques, d'autres collègues sont aux affaires étrangères, d'autres à la culture, il y a aussi le développement durable, bien sûr les finances, les lois. Bref, moi c'est plutôt l'économie, et dans ce secteur-là, c'est la question de l'énergie qui nous touche. Donc, quelle énergie demain, quand on sait que pour le réchauffement climatique, il faut se débarrasser au plus vite de la consommation d'énergie fossile, que sont le fuel, le gaz, et qu'il faut plutôt se pencher et utiliser de l'électricité. Une électricité, les spécialistes disent que dans les années qui viennent, on va avoir besoin entre 50 et 100% d'électricité en plus que maintenant. Donc il faut que l'on travaille à produire de l'électricité qui soit décarbonée. Et pour ça, en France et en Ariège, on a une chance énorme, c'est l'hydroélectricité. On a la chance d'avoir et des grands barrages EDF, mais aussi de la microélectricité sur toutes nos rivières. Toute cette activité-là d'hydroélectricité, qui est une énergie durable, qui est une énergie pilotable. Vous savez, quand on ouvre une vanne en Ariège, 1 minute après, on a de l'électricité produite dans tout le réseau national. Donc moi, je me bats pour que cette activité-là, cette énergie-là soit développée, et elle soit développée par EDF. Voilà un des beaux challenges à porter pour moi, pour les mois et les années à venir. Bon, merci de nous avoir reçus, monsieur le sénateur, et puis bon courage pour ces 3 ans. Merci à toutes et à tous. Bon courage à vous, parce qu'il faut qu'on ait tous du courage aujourd'hui.